Alors c'est vrai que quand on entend parler ces derniers mois, ces dernières années de domotique, on voit des écrans tactiles partout, des écrans plastins qui sortent du sol tout seul, du plafond tout seul, enfin plein de choses assez fun. Ben, moi je ne vais pas vous parler de ça. La domotique c'est autre chose, et ça a une historique différente. Et comme vous le voyez ici, depuis 4 ans maintenant, la Suisse a adopté une norme européenne, une norme qu'elle a nommée SIA 386-110, qui définit, vous le verrez tout à l'heure, comment on doit utiliser ces technologies et pour quel but. Et j'aime bien le titre de ces conférences éduque ta maison, parce qu'en fait, si on doit éduquer sa maison, c'est parce que les utilisateurs que vous êtes, que je suis, que nous sommes, on n'est pas vraiment capable d'utiliser l'énergie qu'on consomme d'une manière cohérente. Donc il faut bien qu'un autre système prenne en charge cette application. Avant d'arriver dans cette norme, j'aimerais quand même revenir sur ce qui était dit tout à l'heure et le confirmer. La domotique n'est pas quelque chose qui date de 2 ou 3 ans parce qu'on entend beaucoup parler. La domotique professionnelle a plus de 20 ans, mais on peut monter beaucoup plus loin. Je vais monter encore dans un film plus ancien que ce qui vous a été dit tout à l'heure, et que tout le monde connaît. La première expérience domotique connue au cinéma, elle date de 1937, dans un film que vous connaissez, de Charlie Chaplin, Les temps modernes. Et je vous recommande de le regarder. L'expérience domotique qui se termine pas très très bien, mais je vous rassure, entre 1937 et 2012, on a fait quelques progrès. Donc la domotique s'installe depuis déjà longtemps dans les bâtiments rénovés, dans les villas individuelles, dans les logements multiples. Et on ne parle pas ici de domotique fun ou de domotique pour multimilliardaires. Un point important quand on parle de ce genre de technologie, on peut bien sûr mettre de la domotique sur une installation qui a été faite, une installation traditionnelle de sur notre gauche, mais lorsqu'on veut réellement répondre à cette fameuse norme et pouvoir gérer l'énergie de manière intelligente, on part sur une stratégie totalement différente. On aura les consommateurs et les producteurs d'énergie d'un côté, et tout ce qui est commande ou information de l'autre. Et ça permet de répondre à l'un des critères de cette norme, qui est totalement cohérent, c'est que tous les consommateurs et producteurs puissent communiquer ensemble afin d'éviter des décisions incohérentes entre une ventilation qui va rafraîchir, un chauffage qui chauffe, une protection solaire, une lumière, etc. Donc on voit bien qu'ici, n'importe quel consommateur peut être piloté par n'importe quelle commande, n'importe quel consommateur peut informer n'importe quelle commande. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est juste un point de départ. Je reviens maintenant sur cette norme. Donc c'est une norme européenne EN 15232 pour ceux qui connaissent, et qui a été renommée par notre Office fédéral de l'environnement pour que ce soit compatible avec notre cahier de normes SIA 386-110. Elle est mise en application depuis janvier 2008, et je rajouterai le terme, elle est censée être mise en application depuis janvier 2008. On a encore beaucoup de travail pour que ce soit le cas. Cette norme, elle définit 4 catégories de bâtiments. Elle est donc utilisable aussi bien pour les petites habitations que pour d'énormes bâtiments. Tous les bâtiments sont concernés. On a 4 catégories, du plus mauvais, catégorie D, ou meilleur, catégorie A. La catégorie est assez spéciale, c'est la première fois que j'en use une norme, donc une catégorie est interdite. Comme vous le voyez, la catégorie D, on n'a pas le droit de construire sur cette norme. Si elle existe, c'est parce que entre 90 et 95% du parc immobilier suisse est fait selon cette classe. Donc c'est simplement pour pouvoir montrer la calculation, l'effet sur l'efficacité énergétique du bâtiment de passer de l'état actuel vers un autre état. Le minimum exigé est la classe C. Donc classe C, on peut pratiquement, et dans presque tous les cas, se débrouiller avec une installation traditionnelle. Si on veut travailler sur une classe B, c'est généralement ce qu'on nous demande, on ne peut pratiquement pas se passer d'une structure domotique. Ça devient très compliqué, très cher si on veut faire ça en traditionnel. Et vous voyez tout de suite la raison d'existence de cette norme. Vous voyez les impacts sur le facteur énergétique du bâtiment.
depuis le plus mauvais jusqu'au meilleur, vous voyez le potentiel de gain énergétique qu'il y a sur les bâtiments. On va tout de suite passer à un exemple. Ici, on a une maison d'énergie qui est à Lyon. Et on a travaillé sur la norme d'énergie standard, donc facteur calculé, consommation totale d'énergie, sans le calcul d'énergie, 18,2 kWh par mètre carré par an. C'est le justificatif thermique, c'est le permis de construire, ce qui vous permet de construire cette maison. Comme vous le savez, ces normes sont basées sur une consommation à 20 degrés, donc vous travaillez à 20 degrés ou vous vivez à 20 degrés dans vos maisons, vous ouvrez pas de fenêtre, etc., ce qui n'est pas le cas. Tout le monde vit au-dessus de 20 degrés et ouvre ses fenêtres. Donc en général, quand on fait une mesure, on va se retrouver nettement plus haut que ça. Et dans cette maison, on a installé un système de gestion technique, de domotique, classé A sur la norme SIA 3610, et voilà le résultat. Après 4 ans de pointage de chiffres, on est 42% en dessous de la norme. Donc on voit qu'il y a un potentiel énorme. Cette maison, bien sûr, est classée B au terme de son enveloppe, puisque c'est de l'énergie, classée A sur sa consommation énergétique, ce qui est très difficile à obtenir, et elle est classée A sur les certificats énergétiques, certificat suisse 2031, SIA 386, enfin, je passe au détail sur toutes ces normes. Mais enfin, si on travaille que au traditionnel, c'est assez difficile d'arriver en A, à moins de vivre avec des kilomètres toute l'année. J'aimerais faire tomber aussi une idée reçue. Ces technologies ne sont pas réservées aux multimillionnaires. Même s'il y en a parmi vous, je ne sais pas. Voilà. C'est aussi pour les multimillionnaires, mais ce n'est pas que pour les multimillionnaires. Et si cette idée est arrivée sur le marché, c'est parce que la domotique, bien sûr, dans les débuts, coûtait relativement cher à cause des développements, mais c'est surtout parce qu'elle était très mal vendue. Dès qu'on parle de domotique, on dit tiens, il y a de l'argent en chiffres. Si on chiffre correctement une installation domotique dans une maison, là je vous ai mis 3 exemples réels. La première, c'est sur une villa en construction neuve, une villa qui n'est pas une villa de multimillionnaire, une villa tout à fait normale. On voit que si on avait fait l'installation traditionnelle de 32 000 francs, on arrive à un surcoût domotique, si on fait une domotique de 10 000 francs, donc ce n'est pas les doubles ou triples qui vous sont généralement annoncés, et on calcule directement le retour sur investissement avec cette norme, c'est-à-dire les gains d'énergie qu'on va faire en fonction des énergies utilisées, du contexte, etc. Deuxième exemple, c'est une rénovation d'un immeuble qui a 3 ou 4 appartements, je ne me souviens plus très bien. On est en chaleur à distance dans le deuxième cas. Et puis le troisième cas, la rénovation d'un rural, une ferme, où on retrouve exactement à peu près ces mêmes rapports de coûts. Ce qui est intéressant de voir, c'est que plus l'élément est complexe, plus le bâtiment est complexe, plus il est grand, et la tendance va s'inverser. C'est-à-dire faire une installation traditionnelle va coûter plus cher que de faire en domotique. Je vous donne un simple exemple. Vous aimeriez avoir juste un bouton en sortant de votre maison pour éteindre toutes les lumières. Je vous laisse imaginer ce que ça représente en termes de câblage si vous faites ça en traditionnel. C'est très compliqué et ça coûte très cher. Voilà, il y a plein de choses. Donc on a une plus-value qui existe, mais qui est totalement supportable, même pour des objets relativement bas prix. Là, je vais vous montrer une chose importante de la norme, si j'y arrive. Bon, bah, apparemment, je ne vais pas pouvoir vous montrer. Alors, je vous parle. L'idée ici de ces transparences, c'était de vous montrer qu'au bout du compte, l'objectif de cette norme, c'est pas de vous dire il faut mettre des capteurs ici, il faut, etc. Bien sûr que la norme le décrit en détail. Mais l'objectif, si je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que tous les composants ou les éléments qui consomment et qui produisent de l'énergie puissent communiquer entre eux. Pour des raisons évidentes, d'éviter des
des ordres contraires d'un élément à un autre, mais également au niveau de sa gestion. Il était constaté que sur près de 90% des bâtiments, en tout cas c'est un constat que je fais, mais que je vois aussi chez mes collègues, pour toute la partie chauffage, refroidissement, ventilation, on a pratiquement toujours dans les 2 ou 3 premières années des erreurs ou des difficultés, on peut plutôt dire, de réglage, d'installation qui provoquent des surconsommations. Des panneaux solaires, enfin des boilers qui chauffent alors qu'ils ne devraient pas, enfin des choses un petit peu incohérentes, mais qui ne peuvent pas se voir dans vos factures annuelles. Et un élément de cette norme, qui est en classe A, donc tout en haut de la norme, c'est ce qu'on appelle le monitoring énergétique. C'est-à-dire de suivre ce qui se passe dans le bâtiment avec les différents capteurs, vu qu'on a une installation domotique, il y a des capteurs, on peut les utiliser. Et en voyant ce qui se passe, on arrive à comprendre si telle pièce chauffe correctement par rapport à ce qui se passe, etc. Et ce monitoring énergétique permet de découvrir ces erreurs beaucoup plus vite et de les réparer ou de corriger le tir avant de se retrouver 3, 4, 5 ans avec une consommation d'une fois et demie. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie.